Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de développement athlétique et je vais vous expliquer pourquoi je n'utilise pas l'haltérophilie, je n'utilise pas d'exercice d'haltérophilie pour le développement athlétique des athlètes que j'entraîne et pour mon développement athlétique à titre personnel. C'est une question qui revient souvent, je me suis déjà positionné et les gens aimeraient savoir pourquoi je me positionne de cette façon. Donc dans cet épisode je vais tout vous expliquer, je vais rentrer dans les détails. Si vous êtes athlète, préparateur physique, et bien croyez-moi, ça va vous intéresser et il y aura des trucs à prendre. Dans un deuxième temps, je vais répondre à l'une des questions qui m'a été posée. Je le rappelle, j'ai créé une page exprès pour vous, pour que vous puissiez me poser des questions en détail. Et à chaque fois, je sélectionne une question dans laquelle, à laquelle je réponds durant mon podcast ou durant mes vidéos YouTube. Donc on va faire ça dans un deuxième temps. Commençons directement par le sujet principal d'aujourd'hui, qui est l'haltérophilie. Alors l'haltérophilie est un sport en soi, c'est une discipline. Quand on dit sport en soi, discipline, c'est-à-dire qu'elle a ses propres règles, on a ses propres contraintes, d'accord, qui sont définies par les règles du sport. On est jugé à travers ces règles-là. Donc bien entendu, on doit bouger d'une certaine façon, on doit respecter certains critères. Voilà. Donc ça c'est un truc important à garder en tête. C'est un sport en soi. Ceci étant dit, on utilise beaucoup, on emprunte certains exercices de l'haltérophilie aujourd'hui dans le monde de la préparation physique pour des fins de développement athlétique. Et c'est là où moi je me positionne contre tout ça en justement venant vous proposer les arguments, les contre-arguments que je vais mentionner dans cet épisode-là. Mais avant toute chose, avant de vous expliquer pourquoi je me positionne de la sorte, eh bien, il est important de faire un petit historique. Il est toujours important d'étudier l'histoire des choses qu'on aborde pour mieux les contextualiser. Ça nous aide à comprendre pourquoi on a créé certains liens, pourquoi on a créé certaines connexions, pourquoi les gens pensent d'une certaine façon. Donc l'haltérophilie, comme je l'ai dit, c'est un sport à part entière. Mais à l'époque, elle a été introduite, donc c'est un sport qui a plusieurs centaines d'années aujourd'hui, mais qui a été introduit lors des Jeux Olympiques d'Athènes dans les années fin 1800, début 1900, quelqu'un peut me fact-check là-dessus. Et du coup, l'haltérophilie, pardonnez-moi, faisait partie de la catégorie du track and field, de l'athlétisme, avec les sprinters, etc., lancer de javelot, etc., etc. Ce n'est que plus tard que l'haltérophilie a eu sa discipline à part entière, sa discipline qui lui est propre. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde les Jeux Olympiques, eh bien, on a la catégorie haltérophilie, la catégorie weightlifting. L'haltérophilie, qu'est-ce que c'est? C'est un sport qui consiste à faire deux exercices en gros, le clean and jerk et le snatch. Donc je crois qu'en français on appelle ça l'épaulé jeté et l'arraché. Et le but c'est de lever le plus de poids possible sur ces deux exercices. Et il y a des catégories de poids, donc celui qui dans sa catégorie de poids lève le plus de charge gagne la compétition. Aussi simple que ça. Maintenant, ces deux exercices sont des exercices qui sont très complexes, qui requièrent une technique qui leur sont propres et qui demandent énormément de prérequis à tous les niveaux. Des prérequis articulaires, des prérequis en termes de force, des prérequis en termes de technique. Et on va revenir là-dessus parce que c'est un point très important, selon moi, qu'on ne peut pas négliger. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans le monde de la préparation physique, eh bien, on a emprunté ces exercices-là en disant, ok, si on veut rendre nos athlètes plus puissants, eh bien, on doit utiliser ces exercices d'haltérophilie, on doit utiliser des cleans, on doit utiliser des snatchs, etc. Et pourquoi on a créé en fait cette connexion-là? Voilà, on s'est dit, regarde, ces athlètes-là, ils sont super puissants et c'est vrai, ils sont très impressionnants. Ils lèvent une fois et demie leur poids de corps, deux fois. Voilà, c'est un truc de malade. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec tout ça, allez regarder ce que ces hommes et ces femmes font. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Du coup, on s'est dit, oh, si on veut être aussi fort qu'eux, aussi puissant qu'eux, eh bien, on doit faire exactement comme eux. Du coup, on va emprunter leurs exercices et on va les mettre sur nos athlètes. D'accord? On va demander à nos athlètes de faire ces mêmes exercices et ça va les rendre aussi puissants. Et malheureusement, c'est là que la grosse erreur a été commise. Et on en revient toujours à ce principe que je mentionne à chaque fois, comprendre les choses en surface versus les comprendre fondamentalement. Si on comprend les choses en surface, eh bien on fait cette connexion rapide. Ah, ces gars-là font cet exercice-là, c'est cet exercice-là par conséquent qui rend plus puissant. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne si on comprend les choses fondamentalement. Donc avant d'expliquer mon point de vue, il est important qu'on éclaircisse certains termes. Parce qu'il y a plein de termes qui sont utilisés à tout va dans l'industrie du fitness, de la préparation physique. On va éclaircir le terme skills, on va éclaircir le terme puissance, on va éclaircir le terme explosivité. Ok, puissance, explosivité, c'est le but final de tous les préparateurs physiques, de tous les athlètes. Je veux être plus puissant, je veux être plus explosif. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et comment on entraîne ça vraiment? Alors, quand on parle de skills, les skills font référence aux techniques de travail
d'un sport donné, d'une discipline donnée. En l'occurrence ici, lorsqu'on parle d'haltérophilie, eh bien, comme je l'ai dit, c'est un sport à part entière, qui a ses propres règles et ses propres techniques pour manipuler la barre afin d'arriver au point A, au point B. Et ça, c'est un truc qui n'est pas à négliger dans l'haltérophilie. Les gars, ils passent des dizaines d'années à faire uniquement 2 lifts. 2 lifts. J'allais dire un vilain mot. Ils font 2 lifts. Ils passent des années, ils s'entraînent tous les jours à faire uniquement 2 exercices. Et nous, on croit que du jour au lendemain, on va pouvoir maîtriser tout ça. Okay? On pense que nos athlètes vont pouvoir maîtriser ces 2 lifts, alors que ces athlètes olympiques passent leur vie à essayer de maîtriser chaque petit détail de ces 2 exercices-là. Et je trouve qu'on a la prétention de croire qu'on va pouvoir adopter leurs exercices comme ça, du jour au lendemain, en quelques mois ou en 1 année, 2 années. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si demain je vous dis que voilà, les athlètes de patinage, les patineurs artistiques sont très impressionnants, ils sont très rapides, ils se déplacent rapidement latéralement. Par conséquent, je dois faire du patinage artistique. Je me mets à faire du patinage artistique, je vais arriver à rien du tout. Ok? Pourquoi? Parce que ça prend du temps à développer. Le skills, c'est un sport à part entière et bien entendu, on doit s'y consacrer pour développer ce skills-là, ces skills-là. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que l'haltérophilie, c'est un skills, l'arraché et l'épaule jetée, ce sont des skills bien particuliers, très extrêmement techniques. Je mets vraiment l'accent dessus et par conséquent, on ne peut pas les maîtriser du jour au lendemain. Et pour pouvoir les maîtriser au maximum, pour ensuite pouvoir exprimer un maximum de puissance, je mets ça entre guillemets parce qu'on va définir ça dans un instant, eh bien, il faut avoir la technique. La technique, c'est le prérequis pour exprimer la puissance qu'on cherche à développer. Gardez ça en tête, on va revenir dessus. Maintenant, qu'est-ce que la puissance? Ce terme qui est utilisé à tout va. Je fais cet exercice pour développer ma puissance. La puissance, qu'est-ce que c'est? La puissance, ce n'est que l'intersection entre la force et la vitesse. Si on pose ça sur une équation, ou c'est le résultat plutôt entre la production maximale de force et la production maximale de vitesse durant un effort simultané. Ok? Si on pose ça sous forme d'équation, puissance est égale force fois vitesse. Aussi simple que ça. Et quand on pose ça sur l'équation, et je vous invite à l'imager ou à l'écrire, eh bien vous comprenez que la puissance en soi, c'est pas un truc qu'on vise. Il n'y a pas d'exercice qui développe la puissance en soi. Ça n'existe pas, ok? Et ça, c'est l'erreur qu'on fait dans le monde de la préparation physique. Et c'est la première erreur qu'on a associée avec l'haltérophilie. On se dit, ok, ces gars-là sont puissants, par conséquent, ces exercices rendent puissants. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. La puissance, ce n'est que le résultat d'un autre truc. Ce n'est que le résultat de 2 composantes. Ces composantes qui sont la force max et la vitesse max. Par conséquent, qu'est-ce qu'on comprend ici lorsqu'on pose le tout comme ça? Pour devenir plus puissant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit isoler chacune de ces qualités, qui sont les 2 qualités athlétiques selon moi, les 2 seules, bon, parmi les 3, je dirais que je viendrai à mentionner, mais les 2 grosses catégories qualités athlétiques que on doit développer pour un athlète, d'accord? Qui est la force max, la capacité à produire un maximum de force, la capacité que notre système nerveux a à engager un maximum d'unités motrices et de recruter un maximum tout ce que ces unités motrices ont à donner, et la capacité à contracter nos muscles le plus rapidement possible, à utiliser cette force le plus rapidement possible, et qui est la vitesse. Ok? Donc on doit isoler ces 2 qualités, on doit les développer de manière isolée pour que ensuite on ait de la puissance. Et la puissance n'est que le résultat au final de ces capacités qu'on a développées de manière isolée. Donc c'est pas un truc qu'on entraîne en soi, c'est simplement un truc qu'on exprime. La puissance, ce n'est que de l'expression des trucs qu'on a, des autres qualités qu'on a exprimées de manière isolée, et qui est la force et la vitesse. Donc j'espère que c'est clair pour vous dans votre tête, ça devrait déjà un peu plus nous éclaircir. Maintenant, l'explosivité. Lorsqu'on parle d'explosivité, on fait référence à quoi? Parce qu'on dit tout le temps, ouais, je vais devenir plus explosif. Et c'est vrai qu'on veut devenir plus explosif. Mais qu'est-ce que c'est? L'explosivité, au final, ça peut être défini tout simplement comme l'intention de bouger le plus rapidement possible à certaines intensités, avec certaines charges, ok? Aussi simple que ça, d'accord? Donc, on veut simplement produire l'intention de bouger le plus rapidement possible à différents spectres d'intensité. C'est ça qu'on doit garder en tête, d'accord? Donc, comment on entraîne l'explosivité?
De la même façon, on isole la force, on isole la vitesse et on veut principalement mettre un focus sur la vitesse de manière générale. Si je vous donne un petit tips en plus pour développer son explosivité, donc on veut mettre l'accent sur la vitesse dans un premier temps et rajouter à chaque fois un peu plus de charge en essayant de produire toujours la même quantité de vitesse qu'on pourrait produire sans charge. C'est ça le game, ok? Donc en soi, ce que je veux dire avec tous ces termes qu'on utilise à tout va, ce ne sont pas des qualités qu'on entraîne en soi, ok? L'explosivité, ça s'entraîne pas en soi. La puissance, ça s'entraîne pas en soi. Ce qu'on entraîne, c'est la force et ce qu'on entraîne, c'est la vitesse. Le reste, c'est de l'expression de ces deux qualités athlétiques-là. Par conséquent, lorsqu'on a décortiqué le tout, eh bien, on comprend que au final, l'haltérophilie, c'est un sport en soi qui a des demandes bien particulières, qui nécessite une certaine technique et des années et des années et des années pour maîtriser le tout et pour pouvoir exprimer cette force et cette vitesse. Ces athlètes-là ont eu la capacité, ou les haltérophiles ont la capacité d'exprimer de la force et de la vitesse dans leurs skills, dans la technique de travail qu'ils ont drillé des centaines et des centaines de fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, je me perds un peu dans les explications parce que j'ai envie que ça soit le plus clair possible et le plus simple possible. Ce que je veux dire par là, c'est que ces deux qualités ne sont pas dépendantes des skills, ne sont pas dépendantes de la discipline, ne sont pas dépendantes du sport que vous faites. Ce sont simplement des capacités qu'on entraîne au niveau de notre système nerveux. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces capacités-là dans notre sport. Aussi simple que ça. Ok? Donc, on va pouvoir être plus fort et on va pouvoir bouger plus vite dans notre sport. Et l'haltérophilie n'est pas nécessaire à ça. N'importe quel exercice peut nous permettre de développer notre force et développer notre vitesse, bien entendu avec certaines contraintes. Donc comment on développe sa force, comment on développe sa vitesse? C'est la prochaine question. Le fait de développer sa force, consiste simplement au fait de forcer son système nerveux à recruter un maximum d'unités motrices. Et pour recruter un maximum d'unités motrices, on doit challenger son corps. On doit le mettre dans une position où il n'a pas le choix en fait de produire un maximum de force. Et c'est pour ça que les exercices tels qu'on les connaît, les exercices conventionnels, les squats, les deadlifts, etc., développé couché ou autres, nous forcent, nous permettent justement de challenger notre corps au mieux. Parce que sinon le corps, il va jamais vous même si on y met l'intention, et qu'on est entraîné, bien entendu, on va pouvoir atteindre un certain niveau, mais le corps va toujours trouver un moyen de garder une certaine quantité en réserve. Parce que rappelez-vous, votre corps, il veut jamais épuiser toute son énergie. C'est pas son but. Mais votre corps non plus, il veut pas mourir. Donc on veut mettre notre corps dans une position où il se dit putain, si je remonte pas la barre là, elle va m'écraser et je vais mourir. Et c'est comme ça que on développe la capacité de notre corps à produire plus. Parce que la prochaine fois, le corps va dire quoi? Il va se dire ah ok, putain là c'était chaud de lever cette barre, t'avais pas assez de force. La prochaine fois, t'inquiète pas, je vais te donner plus et tu pourras lever cette barre. Et c'est comme ça qu'on devient plus fort avec le temps. Et c'est pourquoi la préparation physique a énormément d'importance pour le développement de tous les athlètes parce qu'on va tout simplement entraîner le système nerveux de l'athlète à recruter un maximum d'unités motrices. Et une fois que le système nerveux a appris à atteindre un nouveau palier, il va pouvoir utiliser cette capacité à recruter un maximum d'unités motrices dans le sport de l'athlète. Et pour ce faire, on peut utiliser n'importe quel outil. On peut utiliser un squat, on peut utiliser un deadlift avec une trap bar, avec la barre conventionnelle, peu importe. Mais en aucun cas, on doit forcément faire des cleans, des snatchs, etc. Et pourquoi je dis que c'est contre-productif de faire des cleans et des snatchs? Parce que ça demande tellement d'efforts techniques, de capacité technique à lever la barre correctement, se retrouver dans la bonne position, etc. qu'au final, ça va porter préjudice à notre capacité de produire un maximum de force ou un maximum de vitesse en fonction de l'objectif qu'on cherche à développer. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que si j'essaie de lever ma barre, ok, et de la ramener en haut sur mes épaules, de faire un clean, au final, je vais tellement limiter sur le fait que je dois me concentrer sur la trajectoire de la barre, sur la réception, sur la capacité à bien exécuter le mouvement avec une bonne technique, que j'aurais pu éventuellement lever la barre de 150 kg, mais là je me retrouve à pouvoir lever une barre simplement de 80 kg parce que je suis limité par la technique et non pas par ma production de force. Et au final, la technique du clean, on s'en fout parce que le taf des athlètes qui ne sont pas des athlètes de force, ce n'est pas de faire un clean, c'est simplement d'entraîner notre système nerveux à produire un maximum de force, à recruter un maximum d'unités motrices. Simple, c'est la fin du game. Là, je vous donne tellement de free game, c'est un séminaire en soi, ça. Tout ce que je viens de vous donner ici, si vous arrivez à interpréter, bien entendu, tout ce que je dis. Donc, conclusion, le clean
et les snatchs, tous les exercices d'haltérophilie ne sont pas nécessaires au développement athlétique, sont contre-productifs parfois, sont très compliqués et ne nous permettent pas d'exprimer les qualités qu'on cherche à développer et parfois, bien entendu, peuvent également être problématiques et peuvent amener des blessures si on n'a pas les prérequis nécessaires. Donc, qu'est-ce que moi je ferais avec un athlète? Qu'est-ce que je fais plutôt? Eh bien, on va choisir tout simplement des exercices avec lesquels les athlètes sont confortables et ainsi, ils vont pouvoir exprimer, produire un maximum de force ou un maximum de vitesse en fonction de ce qu'on cherche à développer. Et le résultat est exactement le même. Ok? Il n'y a pas d'exercice supérieur. Ce qui compte, c'est simplement entraîner des capacités athlétiques. Point à la ligne. Il n'y a pas d'exercice magique, il n'y a pas de technique magique. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Donc j'espère que ça va vous aider et que ma position est un peu plus claire sur pourquoi je n'utilise pas des exercices d'haltérophilie et je ne les recommande pas pour la plupart des athlètes de tous les niveaux qui cherchent à développer ces capacités athlétiques. Rappelez-vous, la puissance, ça ne veut rien dire en soi. L'explosivité, ça ne veut rien dire en soi. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe sa vitesse et sa force. Free game, point à la ligne. Vous savez ce que je pense maintenant. Répondons maintenant à la question qui m'a été posée ici par Inex Sports Training qui dit comment organises-tu, j'imagine, ton apprentissage de nouvelles connaissances? J'ai trouvé que c'était une question intéressante parce que à chaque fois on me la pose et on me dit ok, comment t'en es venu à être critique par rapport à certaines choses qui nous ont été proposées dans le monde de la préparation physique, dans le monde du fitness, et tu as cet avis qui diverge de la plupart des gens, de la plupart des experts. Comment tu apprends? Ok, donc moi je distingue déjà deux types d'apprentissage. Ce que je sais à l'heure actuelle ou ce que je crois savoir à l'heure actuelle, parce que je suis toujours conscient que ces choses-là peuvent évoluer, et ce que je ne sais absolument pas, ce que je ne connais pas. Il y a des sujets sur lesquels je suis complètement ignorant et je sais ok, j'ai vraiment pas étudié ce truc-là. Et je vais vous dire comment j'approche le tout. Donc, dans un premier temps, dans la catégorie de ce que je crois connaître, ce que je crois être vrai à l'heure actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de 1, j'écoute toujours des avis divergents. C'est vraiment la base pour moi. Je vais toujours me renseigner auprès de gens qui ont un discours qui va à l'opposé de ce que je crois être vrai. Ça va me permettre d'alimenter simplement mes connaissances et à partir de là, de me questionner constamment. Je questionne ce qu'ils disent. Je mets le tout en rapport avec ce que je crois connaître à l'heure actuelle, avec les différentes évidences que j'ai, et je me dis ok, ça a du sens, ça a moins de sens, ok. Je lis constamment des articles, des recherches et des livres, et j'écoute des podcasts également, des gens qui ont le même avis que moi et des avis divergents. Donc en gros, ce que je cherche à avoir, c'est différentes sources d'évidence. La littérature, les anecdotes personnelles, les miennes, les anecdotes d'autres collègues, d'autres préparateurs physiques, d'autres kinés, d'autres physios, etc. Et à partir de là, ça me permet d'alimenter un peu plus mes connaissances sur un sujet en particulier. Ensuite, ce que je cherche à faire, c'est que vraiment, j'essaie de créer des liens entre les différentes évidences que j'ai pu récolter avec un raisonnement rationnel. Et en fait, ce que je cherche à faire, c'est que je cherche à voir où il y a des points communs. Donc imaginons qu'une source d'évidence dise X, l'autre source d'évidence dit X également, l'autre source d'évidence dit X également, bien que ils ne disent pas les mêmes choses exactement, mais dans ces différentes sources d'évidence, eh bien, j'ai retrouvé X. Eh bien, je me dis, ah ouais, ben X, c'est probablement, ça s'approche de la vérité, vu qu'il y a différentes sources d'évidence qui mettent en avant les mêmes propos. Et j'explique souvent, c'est un peu comme les sens qu'on a. On a 5 sens. Et je donne souvent cet exemple, quand on est petit dans le noir, eh bien, on voit un truc, une ombre, et on se dit, ah, c'est un monstre. Parce qu'on utilise simplement un sens. Et le fait d'utiliser un sens, donc une source d'évidence ici, si on utilise la métaphore, eh bien, on est biaisé, d'accord? On n'a pas l'image complète, on a simplement une perspective des choses. Et on se dit, ah, ça ressemble à un monstre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour s'assurer si c'est un monstre ou pas, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rapprocher et on doit toucher. Okay, donc on utilise un autre sens. Et là, on se dit, ah, en fait, non. C'est pas un monstre, c'est un manteau, ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? On a utilisé une autre évidence, une autre source d'évidence pour essayer de prouver quelque chose ou pour éliminer cette croyance, ok? Et c'est un peu pareil avec les différentes sources d'évidence qu'on va récolter. Donc voilà pourquoi je prêche le fait de ne pas se baser uniquement sur une source d'évidence. Je cherche à utiliser différentes sources d'évidence comme j'utiliserais différents sens pour essayer de me rapprocher de ce qu'est la vérité, ok? Donc aussi simple que ça, j'espère que ça a du sens cette analogie, c'est un truc que j'utilise souvent.
Ensuite, ce que je cherche à faire, c'est que je cherche constamment des contre-exemples à mes vérités. Et ça, c'est un truc, c'est une règle que j'apprends à tous mes élèves, que j'ai appris de Nassim Taleb du Black Swan. Le concept du Black Swan est très simple, c'est de dire qu'il suffit d'un contre-exemple pour démonter une vérité. Ok, il suffit d'un signe noir pour prouver que tous les signes ne sont pas blancs. Donc si dans ma tête, j'ai une règle que j'ai fixée, et je me dis, ok, j'ai trouvé un contre-exemple, cette règle-là, c'est pas une règle absolue. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il suffit d'un contre-exemple pour prouver que la règle n'est pas absolue et qu'elle ne s'applique pas en tout temps. Par conséquent, ça me permet de développer tout le temps mon esprit critique, d'améliorer mes connaissances, et voilà. Et c'est comme ça que je suis critique également face à ce que je crois être vrai. Maintenant, dans la deuxième catégorie, on a ce que je ne connais pas. Alors quand je ne connais pas quelque chose, eh bien déjà, je vais pas forcément étudier le domaine parce que sinon c'est infini, hein, il y a trop de choses que je ne connais pas. Comment je fais? Je vais seulement étudier le domaine lorsque je rencontre un problème. Il y a plein de coachs qui m'écrivent, qui ont fini mon mentorat lors de la première vague, et je me rappelle, il y en a qui m'ont demandé, ok, quelle autre formation tu recommandes? Je dis, frérot, t'as même pas encore fini celle-ci, t'as pas assimilé le tout, t'as pas encore exécuté, t'as simplement vu le tout, et tu penses que tu peux déjà passer à la prochaine. Non, relis le tout encore une fois, exécute, et lorsque tu rencontres un problème uniquement, eh bien, va te renseigner. Et les gens veulent apprendre pour apprendre, apprendre pour apprendre. Ça sert absolument à rien, on résout aucun problème. Donc l'idée, c'est toujours, dans un premier temps, je me dis, ok, je rencontre un problème. Et à partir de là, je me dis, ok, comment je vais pouvoir répondre à ce problème? Que ça soit quelque chose qui me concerne directement, ou alors que ça concerne un client, un athlète, ou une personne de mon entourage. À partir de là, j'essaie de m'éduquer de temps en temps sur le sujet. D'abord, je le fais de manière assez rapide, hein, c'est-à-dire que je vais rechercher des informations vite fait, Google, des articles, 2-3 trucs que je vais trouver sur le net. Et ce n'est que ensuite que je vais chercher à approfondir le tout. Et là, en général, j'utilise la règle des 2-3 livres. Je vais acheter 2-3 livres différents, d'auteurs différents, et qui dans le meilleur monde ont des avis divergents. Et comment je sais? Eh bien, j'aurais écouté des podcasts à l'avance, j'aurais lu des articles, j'aurais fait ma recherche pour me dire, ok, ces gens-là ont peut-être des avis légèrement différents. Donc je vais acheter 3 livres, 2-3 livres, je vais lire le tout, en plus des recherches que je continue à faire à travers la recherche, la lecture de papiers scientifiques, etc. Et ensuite, voilà, je me dis, ok, où sont les points communs? Et le même processus que j'ai mentionné auparavant. Et ce que je cherche à extraire vraiment, ce sont les points communs. Et les points communs vont me rapprocher le plus possible de la vérité. C'est comme ça que j'enrichis mes connaissances, ok? Donc voilà, aussi simple que ça, et je pense que c'est assez universel. Ça s'applique dans tout, je l'applique dans mon industrie, mais ce que j'aime avec ces principes fondamentaux, c'est que on les applique dans tout. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Épisode qui me tenait à cœur d'expliquer un peu le tout. Vous sentez un peu la fougue dans ma voix, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Ça m'énerve un peu de voir les gens qui perdent leur temps à faire des trucs qui ne sont pas utiles, qui ne vont pas leur donner les résultats souhaités. Bien entendu, je fais un petit disclaimer ici. Si vous appréciez faire ce genre d'exercice, les cleans, les snatchs, etc., faites-les. Moi, je trouve que c'est fun. De temps en temps, je le fais pour tester. Mais dans un but de développement, si c'est pas notre sport, si on maîtrise pas le truc à 100%, eh bien c'est pas quelque chose que je recommande. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais exercices ou de bons exercices. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Dans tous les cas, nous, on se voit /parle très bientôt. Peace.